Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme, ce soir, notre grand débat autour du glyphosate. Contre toute attente, l'Union européenne a finalement renouvelé l'autorisation de l'herbicide pour 5 ans. C'est le vote de l'Allemagne qui a tout fait basculer. Un coup de tonnerre pour la France qui s'y oppose fermement. Emmanuel Macron réaffirme que Paris interdira le glyphosate au plus tard dans 3 ans. Mais peut-il faire fi de la décision européenne? Est-ce une nouvelle fracture entre la France et l'Allemagne? Quelles conséquences pour les agriculteurs français? Autant de questions que nous poserons ce soir à nos invités. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera ce soir Alexandre Malafaille à Louis Osalter. Nous reviendrons notamment sur le discours, ou plutôt le show d'Emmanuel Macron à Ouagadougou. Beaucoup de tensions avant sa prise de parole, des incidents graves même, et en quelques minutes, le chef de l'État va complètement transformer l'ambiance et survolter son auditoire. A-t-il pour autant répondu aux attentes fortes de la jeunesse africaine? Nous en débattrons sur ce plateau. L'entretien du jour, nous recevons Jacques Santamaria. Le réalisateur vient nous présenter le livre qu'il a coécrit avec Patrice Duhamel. Ça s'appelle « Les jours d'après » ou comment les hommes et les femmes politiques se reconstruisent une fois que tout s'arrête, qu'ils quittent le pouvoir ou que le pouvoir les quitte. Il nous dira tout dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, cette opposition entre Paris et Bruxelles et maintenant l'Allemagne au sujet du glyphosate. Encore 5 ans, nous dit l'Union européenne. 3 ans seulement, prévient Paris. Santé publique, sort des agriculteurs, poids des lobbies. Ce sujet nous amène sur plusieurs terrains sensibles. On va en discuter dans un instant. D'abord, le point sur cette affaire avec Marie Brémaud. Pas de décision ambitieuse de l'Union européenne sur l'interdiction du glyphosate. Qu'à cela ne tienne, le président de la République décide de faire cavalier seul et se fixe 3 ans au maximum pour interdire le glyphosate. Un arbitrage très politique au sein de l'exécutif français en la défaveur du ministre de l'Agriculture, mais qui redonne le sourire au ministre de l'Environnement. Mais l'annonce suffira-t-elle pour autant à bannir le glyphosate de France? Et si oui, comment le faire? Sans doute en saura-t-on plus à la mi-décembre. En effet, le ministre de l'Agriculture est chargé dans le cadre des États généraux de l'alimentation de présenter un agenda des solutions durables. Il devra donc sans doute revoir sa copie avec cette nouvelle donne. Mais malgré cela, d'autres comme à droite pointent une position hypocrite alors que l'Union européenne et le Canada viennent de conclure un traité de libre-échange, le CETA. Qui lui autorise le glyphosate, qui lui impose sur le sol européen 46 produits toxiques interdits en France, mieux, qui consacre le droit et même le devoir, l'obligation pour l'Union européenne d'importer tous les produits du monde soumis au glyphosate. Il reste donc encore un certain chemin pour que le tweet d'Emmanuel Macron devienne réalité. Avec nous pour aller plus loin ce soir, Daniel Grémillet, bonsoir. Vous êtes sénateur LR des Vosges, agriculteur de profession et membre de la Commission des Affaires européennes au Sénat. Ronan Dantec, bonsoir. Sénateur écologiste de Loire-Atlantique, rattaché au groupe RDSE. Alain Sambour, bonsoir. Vous êtes agriculteur céréalier et membre de la coordination rurale. Caroline Michel, bonsoir. Journaliste à l'Obs, vous avez récemment publié une enquête intitulée Glyphosate, le pire scandale sanitaire du 21e siècle. Caroline Michel, justement, on a l'impression d'assister à plusieurs bras de fer en même temps dans cette affaire, entre Nicolas Hulot et Stéphane Travert, entre Paris et Bruxelles et maintenant entre Paris et Berlin. Oui, c'est vraiment un cataclysme politique auquel personne ne s'attendait. Au dernier vote, l'Allemagne s'était abstenue. Il faut savoir que la Commission européenne a besoin d'une majorité qualifiée avec 65%. Enfin bon, c'est un calcul de la population complexe. L'Allemagne était une pièce importante dans le dispositif. Et de ce qu'on comprend aujourd'hui, de ce qui nous arrive depuis l'Allemagne, le ministre de l'Agriculture, dans le dos d'Angela Merkel, ce qui nous en dit long d'un point de vue politique sur l'affaiblissement actuel d'Angela Merkel, a pris la décision, sans avertir sa collègue de l'environnement, de voter pour la reconduction du glyphosate. Là où c'est un coup de tonnerre politique très grave et très important pour Emmanuel Macron, c'est que visiblement, il n'avait pas anticipé, ni lui, ni sa diplomatie, cette possibilité et ce lâchage de l'Allemagne en race campagne, sans mauvais jeu de mots, pardon. Si bien que la France s'est trouvée complètement dépourvue, sans minorité de blocage, pour suivre sa position qui était
contre le glyphosate. Résultat, on a eu cette chose politiquement absolument incroyable. Un président hier soir qui, sans concertation, indique que dans 3 ans, la France toute seule, comment, pourquoi, dans quelles conditions sortira du glyphosate. Un ministre de l'Agriculture qui se dit content de la décision de Bruxelles et un ministre de l'écologie français qui se dit triste. Donc c'est vraiment tout l'inverse de l'Europe heureuse qu'on espérait. Ronan Dantin, qu'est-ce que vous inspire ce que vient de dire Caroline Michel? Je vous vois hocher de la tête. Oui, non, mais parce que je pense que ce qui s'est joué, c'est d'abord les conditions de la nouvelle coalition en Allemagne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le glyphosate le sujet. Vous pensez que c'est lié à un problème interne, il est clair que la CSU avait durci le ton ces derniers jours face aux demandes du SPD pour participer à une grande coalition, et qu'à travers le sujet du glyphosate, puisque Barbara Hendricks, la ministre de l'Environnement, et SPD, à travers le glyphosate, c'est la manière dont la CSU met ses propres lignes rouges dans la construction de cette coalition. Ça peut-être, le glyphosate aura peut-être pour conséquence d'avoir des élections en Allemagne, puisque ça va rendre beaucoup plus problématique la construction de cette grande coalition. Donc c'est d'abord un sujet allemand. Et effectivement, ça prend de court la stratégie française, ça c'est évident. Moi je note quand même, et je salue la position du président de la République, il a été très clair, il a dit 3 ans. On se donne 3 ans pour trouver des alternatives. Je trouve que c'est une position politique forte, qui n'est pas du tout, y compris encore cet après-midi au Sénat, celle du ministre de l'Agriculture. Je pense que là, on commence à avoir un problème avec le ministre de l'Agriculture français qui ne respecte pas la parole du président de la République. C'est quand même quelque chose d'un peu étonnant. Mais effectivement, et ça a été dit dans votre reportage, la difficulté, la question qui est sur la table, c'est la cohérence entre politique nationale, politique européenne et politique internationale. C'est-à-dire que je suis écologiste depuis un peu toujours, mais je trouve que les débats aujourd'hui, on arrive un peu au cœur du débat, on arrive à l'endroit où ça fait mal. C'est-à-dire on ne peut pas avoir le CETA et l'interdiction du glyphosate, on va avoir une vraie difficulté à l'échelle européenne. C'est-à-dire que l'environnement, ça ne peut pas être des slogans, c'est obligatoirement une cohérence de l'ensemble des politiques publiques. Et je crois qu'Emmanuel Macron, sa responsabilité avec Nicolas Hulot dans les 2 prochaines années, ça va être de montrer comment on peut créer de la cohérence à partir de là. Alors c'est intéressant que vous disiez que Emmanuel Macron a frappé fort hier soir, parce que Yannick Jadot, lui, il ne décolère pas contre Bruxelles, évidemment, mais aussi contre Emmanuel Macron. Pour l'eurodéputé écologiste, Emmanuel Macron aurait pu faire beaucoup plus qu'un tweet. Écoutez. Quand Emmanuel Macron, il veut que ça aille vite, il fait des ordonnances. Là, on a un tweet. Mais j'aurais préféré qu'il fasse un SMS à Angela Merkel pour lui dire que ton gouvernement ne fasse pas n'importe quoi, que tes ministres ne se sentent pas à l'aise de voter pour le glyphosate, et que, au fond, on gagne à l'échelle européenne. Daniel Grémillet, comment vous percevez ces propos de Yannick Jadot? Il sous-entend qu'Emmanuel Macron a fait les choses un peu à moitié. Non, je crois qu'il faut prendre le problème peut-être avec un peu plus de hauteur. J'entends mon collègue parler de la situation politique en Allemagne. Je pense que le tweet du président de la République est aussi pour essayer de caler, de recadrer, ou surtout de consoler un peu notre ministre aussi, pas le ministre de l'Agriculture. Donc il y a aussi beaucoup de politique dans ce tweet. Faut être très honnête, je crois. Je crois que le gros problème, parce que n'oublions pas que la décision qui a été prise à Bruxelles, c'est une décision de prolongation de 5 ans. C'est pas une décision d'interdiction dans 5 ans. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'Emmanuel Macron recadre Stéphane Travert avec ce tweet? Je veux dire tout simplement que le ministre d'écologie, ministre d'État Nicolas Hulot, je pense qu'il aurait peut-être eu quelques tentations de quitter le gouvernement si, sur un point aussi dur, il n'avait pas obtenu satisfaction. Je vous rappelle que les débats qui étaient sur le dossier du glyphosate, alors que sur l'aspect scientifique, on n'a pas eu un élément supplémentaire depuis quelques semaines, quelques mois. Ce que je réclame en tant que politique, d'avoir d'abord l'ANSES en France, je vous rappelle, a émis un avis qui considère que le glyphosate, contrairement à ce que d'autres agences... dont une étude de l'OMS. Oui, sauf qu'il y a un gros débat. Une synthèse. C'est une synthèse de l'OMS. On va y venir d'ailleurs. On va pas faire le débat de ce soir sur ce sujet. Non, mais toi qui l'ouvres. Oui, c'est moi qui l'ouvre. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de contestations sur les différentes études. Je dis qu'aujourd'hui, tant au niveau communautaire, tant au niveau de la France, nous avons besoin d'agences indépendantes, de scientifiques indépendants. Sinon, il faut fermer l'ANSES. On peut faire des économies tout de suite, ça sert à rien. Si c'est uniquement un tweet du président
petit peu comme ça décider que tel produit est bon ou pas bon, ça pose vraiment question. Et ensuite, la vraie question, il y a le débat de l'agriculture, n'oublions pas, parce que effectivement, là, on va se trouver en distorsion de concurrence avec la politique agricole. Je vous rappelle que le 26 septembre, le président de la République fait une déclaration très forte sur l'Europe et une Europe plus forte. Il y a une décision qui est prise, 2 heures après, le président dit nous, la décision majoritaire qui est prise dans les règles de fonctionnement démocratique de l'Europe qui est prise, je m'assois dessus, ça ne sera pas comme ça en France. Mais surtout, la vraie question, moi je pense aux consommateurs, parce que là, on est en train de prendre une position à la française, on se fait plaisir. Mais je souhaiterais que dans le même delta de temps, si on interdit aux paysans français dans 3 ans d'utiliser du glyphosate, c'est qu'on interdise aussi l'importation de produits qui auront été traités, qui auront avec été glyphosate produits. à l'étranger. Mais à l'étranger, mais tout près de chez nous, dans l'Europe. Or, vous savez Espagne, comme moi, pas qu'en Espagne, en Allemagne. Ne serait-ce qu'en Allemagne. Juste avant d'en venir aux conséquences pour les agriculteurs, Alain Sambon, je voudrais vous faire réagir à cette position de la FNSEA qui dénonce, je cite, un présumé nationalisme d'Emmanuel Macron. Il y a eu 2 ans de débat et un vote à la majorité qualifiée. 2 heures après, le président français dit « Moi, je m'assois dessus », exactement l'expression que vous venez d'employer. Que deviennent les agriculteurs français? Vous partagez cette position de la FNSEA? Moi, je suis surpris parce que l'agriculture se base sur la PAC, sur l'Europe depuis des années. Aujourd'hui, on a une décision, il y a eu un vote européen à respecter. Un vote, ça se respecte. Et sans concertation particulière, en 2 heures de temps, on a un ministre qui nous a, un président qui nous a dit que l'Europe c'était très important. Et là, avec un tweet, il bafoue une décision européenne. Là, il est dans le cadre des compétences nationales. Oui, il ne fait pas quelque chose qui est interdit. Quand on parle de la nation, on est nationaliste. Attention. Effectivement, M. Macron, avec son tweet, perturbe la paysannerie française parce qu'on est habitué. Nous, avec la PAC, on obéit à la politique agricole commune. Quand on remplit un dossier, on le remplit les décisions de l'Europe. Pour une décision de l'Europe. J'utilise du glyphosate, c'est une homologation européenne. En France, on utilise des produits. Un produit, c'est quoi? C'est une substance active qui s'appelle le glyphosate et des composés, donc des adjuvants qui sont associés au glyphosate, parce que nous, on ne connaît pas le glyphosate. On connaît le glyphosate dans un produit. Mais autour du produit, il y a des décapants de feuilles, il y a des produits qui ressemblent à la lessive. Et ces produits-là, nous, on ne les connaît pas au niveau de l'utilisation. Est-ce que ces produits-là sont plus nocifs que le glyphosate? Je pose la question à l'ANSES. Je pose la question à la France, puisque c'est la France qui homologue les produits. Et quand Ségolène Royal a retiré un produit avec une substance qui était indésirable pour l'environnement, ça a été un acte français. Puisque ces produits-là qui ont été enlevés, ils ont été enlevés en France. Pourquoi? Parce qu'il y avait un adjuvant qui posait problème dans l'environnement. Mais nous, agriculteurs, on utilise des produits qui sont homologués. Quand vous allez en pharmacie, les produits qu'on vous vend, c'est les produits qui sont autorisés à la vente. Et si jamais ils ne sont pas autorisés à la vente, on les retire. On a aussi relevé le tweet du député européen José Bové. Je voudrais qu'on le lise ensemble. On en reprend tous pour 5 ans, dit-il. Paysans, consommateurs, le principe de précaution est foulé aux pieds. Bayer et Monsanto ont réussi à tordre le bras à Madame Merkel. C'est la victoire du business sur la science. Est-ce que dans cette affaire, c'est lobby contre lobby, Caroline Michel? Oui, alors le lobby de Monsanto aujourd'hui est vraiment très décortiqué. On l'a appris à la faveur de procédures judiciaires qui sont en cours aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des centaines d'agriculteurs qui se sont réunis pour ce qu'on appelle des procédures collectives, des class actions, et qui ont obligé la justice américaine à publier, à rendre public des quantités absolument incroyables de mails et de SMS, et on a plongé, mais vraiment au détail près, on a les SMS, des heures, des dates, dans la manière dont Monsanto, qui est le principal producteur de glyphosate dans le monde, a infiltré, vraiment le mot est très précis, les études scientifiques, les agences sanitaires mondiales, si bien qu'on peut avoir aujourd'hui un doute légitime sur comment dire, l'objectivité de toutes les études qui nous sont fournies. Je crois vraiment qu'il faut comprendre ce scandale-là à plusieurs niveaux. C'est d'abord un échec politique parce qu'il ne va servir ni les agriculteurs français qui vont
se trouver en distorsion de concurrence, défavorisés par rapport aux concurrents, mais ni aux consommateurs français qui ne vont pas savoir quand ils achètent leurs fruits et légumes s'il y a du glyphosate ou pas, parce que si ça vient d'Espagne ou d'Allemagne, il peut y en avoir, si ça vient de France, enfin, il n'y en a pas. Ce sera une confusion totale, mais c'est aussi une remise en cause très profonde et très durable sur les agences sanitaires, notamment européennes, puisqu'il a été démontré que l'EFSA, qui est l'agence sanitaire européenne, utilisait, et c'est la procédure, elle l'a fait parfaitement dans le cadre de la réglementation européenne, utilisait le dossier d'homologation fourni par les industriels. Est-ce que l'ANSES a été infiltré? C'est très grave ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que l'ANSES a été infiltré par Monsanto? Est-ce que l'avis de l'ANSES, notre agence indépendante scientifique en France, a été infiltré? Parce que ce que vous êtes c'est en le train cas, c'est une d'affirmer... information, c'est ce que vous voulez nous dire. Exactement. La démonstration, alors, ne mélangez pas tout, et je ne porte pas... On est dans une posture où c'est le président de la République de la France qui décide seul que effectivement on sera sur un calendrier à 3 ans. Donc moi j'ai besoin, quand vous affirmez des choses aussi graves, je ne suis pas en train de dire vous n'avez pas raison, mais je suis en train de vous poser la question, est-ce que l'ANSES, agence indépendante française, est infiltrée? Vous savez comment? Laissez-moi répondre. Oui. On va laisser répondre Caroline Michel. Oui, mais attendez, elle a été suffisamment longue pour qu'on puisse parler quand même. La question était précise. La question était précise. Il est établi aujourd'hui qu'on a 2 sortes d'études. Ce sont les études qui sont fournies par les industriels et qu'utilisent la plupart des agences, et en particulier les agences sanitaires européennes, et les études dites indépendantes qui sont avec moins d'argent et qui n'obtiennent pas les mêmes résultats. Là où je vous rejoins, et je n'entrerai pas dans la polémique ni dans la provocation, c'est que la Commission européenne devrait se donner les moyens d'avoir des études scientifiques indépendantes. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Non, sur l'EFSA, ça n'est pas le cas. Ronan Dantec. Non, moi, il ne faut pas qu'il y ait de faux débats. N'importe quel pays européen peut, en matière environnementale, aller plus loin que la législation européenne. On est allé plus loin que d'autres pays sur les gaz de schiste qu'on a interdits alors que d'autres pays européens les autorisaient. On est allé plus loin sur les OGM. Donc c'est tout à fait possible sur la pollution atmosphérique. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. On n'est pas en train de détruire l'Europe. Le président de la République française a tout à fait le droit, dans le cadre européen, de dire « moi j'arrête à 3 ans ». Simplement, effectivement, et c'est un point sur lequel on est finalement assez d'accord et sur lequel il faut qu'on débatte. On est tous conscients qu'on va avoir une difficulté sur les importations. Donc si avec Daniel Grémillet, ensemble, on refuse de ratifier le CETA, la question du CETA sera réglée. Donc la question parlementaire va être sur la table. Ça va être notre responsabilité à nous. Elle est plus proche de nous. Je vous rappelle qu'on est dans le marché unique européen. Donc effectivement, je partage complètement ton propos sur le CETA. Oui. Mais c'est pas le débat de ce soir. Mais indirectement, c'est l'engagement de la France. C'est la même. Oui, non, mais c'est la question. C'est le débat pour les consommateurs. Christian Lambert en a parlé longuement. C'est le débat pour les paysans. C'est le débat pour les paysans. Mais le plus proche de nous, c'est l'Europe. Je vous rappelle qu'on est dans une majorité de pays européens qui ont décidé de poursuivre l'utilisation légalement sur la zone européenne pour 5 ans. Donc ça veut dire que ces pays-là, je ne vois pas comment on va pouvoir interdire d'importer de la farine venant de blé, venant d'Allemagne, de pays qui autorisent, effectivement. Donc c'est une véritable distorsion. Et l'autre problème, le laps de temps. Je crois que c'est possible. Le laps de temps, 3 ans. Mon propos, il est très clair. On ne joue pas avec la santé. Et je vais vous rassurer, si le glyphosate, il est dangereux pour la santé humaine, il ne faut pas attendre 3 ans, il faut l'interdire tout de suite. On ne joue pas avec la santé. Donc c'est pour ça qu'en tant qu'élu, en tant que sénateur, j'ai besoin d'agences indépendantes, d'agences scientifiques indépendantes. Mais je veux aller plus loin quand même sur le sujet-là. Parce que c'est une question aussi de fond. Il n'y a pas d'alternative aujourd'hui dans les 3 ans. L'INRA, vous avez cité dans le reportage qui était très bien fait tout à l'heure, les scientifiques français de l'agronomie en France nous disent dans les 3 ans, on est incapable de proposer un parcours parce qu'un différent. couvert de légumineuses, on n'est pas capable de planter des légumineuses en France. On va entendre Alain Sambour dans quelques instants. La base, c'est quand même le couvert végétal. Je voudrais qu'on regarde ensemble une séquence. Il y a un mois, notre journaliste Samia Dechir a suivi un agriculteur dans l'Essonne. Il s'appelle Denis Rabier et il nous décrit son usage très précis du glyphosate. Écoutez. Systématiquement, j'essaye d'enlever les mauvaises herbes mécaniquement.
Après, c'est la météo qui freine. Quand on a des périodes pluvieuses, on ne peut pas travailler le sol. Les outils ne peuvent pas travailler, les tracteurs patinent, enfin ça ne va pas. Donc, quand on est vraiment acculé, on n'a plus d'autre solution, oui, on choisit glyphosate pour se débarrasser des mauvaises herbes. Mais ce n'est pas du systématique, c'est ça qu'il faudrait que les gens comprennent. C'est pas du systématique, nous dit cet agriculteur. Alain Sambour, j'aimerais vous entendre sur cette question. Est-ce qu'on peut finalement faire confiance au sens des responsabilités des agriculteurs par rapport au glyphosate? Et effectivement, le glyphosate est utilisé depuis 1977. Depuis 1977, il y a une évolution dans les pratiques. On peut refaire la même chose avec l'atrazine d'ailleurs, et on remonte dans les années 50. Il y a eu une évolution des pratiques, il y a eu une adaptation de l'agriculteur à l'utilisation du produit. En 77, je disais juste avant l'émission, on nous disait qu'il fallait traiter entre 3 et 12 litres hectares, avec un produit qui valait 180 francs le litre. Un agriculteur se pose la question, est-ce que vraiment c'est la bonne dose? Donc on s'est posé la question. Il y a eu une évolution dans les pratiques. Aujourd'hui, on a l'agriculture de conservation. Donc là, c'est effectivement un problème d'herbe au moment du semis. Vous l'utilisez, le glyphosate? Moi, je suis en suivi direct. Vous l'utilisez à quel rythme? Moi, je suis en suivi direct. Donc j'ai des couverts végétaux. Je fais beaucoup de protéagineux et avant de semer du blé, donc dans de la févrole, dans des pois, du blé sur blé, j'applique du Roundup. Donc en fonction des herbes, si c'est des feuilles larges, je vais augmenter les doses. Si c'est des graminées, donc on travaille entre 0,3 et 1 litre hectare. Et est-ce que vous sentez que ça a un effet sur votre santé? Est-ce que vous en sentez les mauvais effets? Ces produits-là, on les utilise avant le semis. On n'est pas comme aux États-Unis, au Brésil, au Canada, où ces gens-là, sans scrupules, je dis bien sans scrupules, utilisent le glyphosate sur des plantes en activité, du maïs, du soja, du coton. Je considère, alors moi, agriculteur français, je considère que cette pratique de mettre du glyphosate sur des plantes qu'on va récolter. D'ailleurs, la coordination rurale, la semaine dernière, va publier donc des analyses de produits qui sont faits par des agriculteurs en France sur des agriculteurs de conservation, donc qui utilisent du glyphosate depuis 77 ou 25 ans ou 30 ans. Et on a, avec bien du mal, réussi à capter du soja donc, dans les ports français, parce que toutes les portes étaient fermées, il a fallu qu'on pousse les portes. Et là, on va analyser ce soja-là pour savoir effectivement la différence qu'il y a entre du soja français sans OGM et l'OGM qui est importé à grand renfort de paquebot. Je considère que l'utilisation en France, c'est un coup de binette, d'accord ? Donc, une fois qu'on a utilisé le produit pour désherber, on ne réutilise pas le produit en végétation. Donc, c'est totalement différent l'impact sur la qualité alimentaire. Et quand on parle du soja, il faut quand même penser à la lécithine de soja qui est employée dans un tas de trucs. Est-ce qu'on a une transparence sur la lécithine de soja? Est-ce que c'est de la lécithine qui contient du glyphosate? Et je voulais rajouter une petite chose, c'est que M. Macron, quand il dit on va interdire le glyphosate, M. Macron, il se trompe. Parce qu'en France, on interdit des produits. Et je voyais, regardez, sur la publicité, là, c'est Barclay, c'est pas Monsanto. Donc ça veut dire qu'on va interdire... Si on interdit le produit actif, ça va aller tout seul. Non, mais c'est bon. Mais en France, il n'y a pas de substance. On vend pas de substance active, on vend des produits. Oui, mais il y a du glyphosate dedans. Quand je suis agriculteur, j'achète pas du glyphosate, j'achète un produit. Et qui viennent de Monsanto, de Bayer ou de Saint-Jean-Tard. Ronan Dantec, il nous reste assez peu de temps. Oui, deux choses. D'abord, on ne parle pas de 77. Moi, j'étais vice-président de Nantes Métropole en charge de l'environnement. En 2010, dans l'Erdre, on dépasse la norme de potabilité eau brute à cause de l'AMPA, qui est la dégradation du glyphosate. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas utiliser l'eau pour la traiter, en faire de l'eau potable. C'est ça la réalité de 2010, donc c'est pas 77. Mais Daniel Grimier n'a pas répondu tout à l'heure. La question qui nous est posée aujourd'hui, parce que des alternatives au glyphosate, il y en a. Simplement, c'est plus de temps passé, c'est de la couverture, c'est plus cher. Et donc c'est fondamentalement une question de concurrence. Daniel Grimier ne me répond pas, parce que moi je souhaite qu'on se mette d'accord sur le fait que le CETA, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une politique environnementale ambitieuse et le CETA. Et donc, c'est le modèle libéral international qui est à bout de souffle à partir du moment où on met des contraintes environnementales. Et c'est là-dessus qu'on va être obligé d'aller.
Donc, est-ce qu'on accepte le CETA ou pas? C'est le cœur du sujet du glyphosate. C'est ça le cœur du sujet. Après, en termes d'agriculture biologique, en termes de culture intercalaire de couvert végétal, y compris avec demain des revalorisations biomasse, il y a énormément de solutions. Il faut aujourd'hui que l'INRA aille non pas simplement sur des alternatives chimiques, mais d'abord des alternatives de pratique. Elles existent et je crois qu'il faut effectivement maintenant, y compris qu'on raisonne en territoire bio et pas uniquement à la parcelle. Les solutions existent, mais elles impliquent un changement complet de notre mode d'agriculture. Les produits phytosanitaires, comme le glyphosate, ont permis une extension de l'agriculture intensive qui a permis de nourrir la planète ces dernières décennies. Si on veut sortir de ce modèle, c'est possible. La preuve, plein d'agriculteurs bio se passent de glyphosate, mais ça coûte plus cher, c'est plus de main-d'œuvre, c'est revenir à des choses différentes. C'est un choix de société. C'est un choix qu'on doit faire ensemble. Oui, il faut aller au bout. Là aussi, le glyphosate a été une méthode culturelle qui a permis de diminuer de manière très importante des gaz à effet de serre. La culture sans labour a aussi des aspects très positifs. Donc ça veut dire que l'aspect... Si on a des cultures de couvert, on capte du CO2. Non, à un moment donné, il faut bien détruire... C'est une base. Oui, mais il faut bien détruire la plante. Il faut bien détruire la plante pour ressemer une autre. Donc je partage complètement l'exemple qui a été donné. Mais je reviens sur... pas net comme démonstration. Monsieur Dantec, mais si, c'est trop net justement. Et tu captes du CO2 avec tes cultures. Je reviens. Est-ce que vous avez un jardin? Est-ce que vous avez un jardin? Je reviens sur la question de... Comment vous désherbez? À zéro phyto depuis 30 ans. Oui, mais comment vous désherbez? À la binette? Vous faites... On ne peut pas comparer des champs et un jardin. Je pense qu'on s'éloigne un petit peu du débat. J'ai aucun problème. Alors, je vous propose de... On va commencer par les particuliers et on va laisser finir... les collectivités locales. On va laisser finir Daniel Grémillet, s'il vous plaît, rapidement, parce qu'il y a une autre séquence à voir. Daniel Grémillet. Monsieur Dantec, chers collègues, sur le CETA, j'ai pas de souci. Ce qui est gênant, c'est qu'on n'ait pas le courage d'aborder l'Europe, qui est tout près de nous. L'Europe, c'est une chance. Moi, je suis un Européen convaincu. Moi aussi. Donc, oui, sauf qu'aujourd'hui, on a la France qui décide seule, alors on a besoin de reconstruire l'Europe, l'idéal, l'Européen, un modèle qui répond à la fois sociétal et aux enjeux économiques de notre pays. Les principaux échanges qu'on peut avoir au niveau de l'alimentation, donc en conséquences humaines pour notre population, c'est ça qui m'importe aussi. Pour notre agriculture, sur notre balance commerciale, ce ne sont pas des échanges, certes un peu avec le Canada, mais ce qui est le plus proche de nous, c'est des échanges avec les pays de l'Union européenne qui viennent d'accepter de reconduire la production. Il nous reste quelques minutes. Avec du glyphosate. On va retrouver l'agriculteur, suivi par Samia Dechir dans l'Essonne. Cette fois, il nous explique les conséquences de cette interdiction du glyphosate. Écoutez. Les pays concurrents qui produisent des céréales, l'Ukraine, le Brésil, les États-Unis, la Russie, l'Australie, ils tournent tous au Roundup. Et voilà, on fera plus de Roundup, on aura des rendements qui vont sûrement baisser parce qu'on aura des parcelles sales. Et s'il manque du blé, c'est pas grave, on ira le chercher en Ukraine ou en Russie. Et les gens diront rien. Voilà, c'est ça la réalité. Il nous reste moins de 2 minutes pour faire un dernier tour de table. Alain Sambour. Juste les 5 ans ou les 3 ans, j'espère, c'est que ça va nous donner des moyens pour, si jamais, déjà, ce que vous disiez, c'est que s'il y a un problème de santé, qu'on utilise ce produit-là, effectivement, on en prend. Mais surtout, c'est qu'on nous donne les moyens de faire autrement et que, effectivement, l'INRA, vous avez parlé de l'INRA et c'est une belle chose. J'aimerais bien que l'INRA et le CIRAD, parce que le CIRAD a travaillé dans des pays et nous, si on est en semi-direct sous couvert, c'est grâce aux gens du CIRAD. Et je regrette qu'effectivement, ces gens-là soient pas mis en avant parce que il y a eu une pratique de couverts végétaux qui a été développée. Et je dis aujourd'hui, si le glyphosate est artisé, ça veut dire que nous, on n'aura pas le droit de l'utiliser, mais les consommateurs, ils ont le droit d'en consommer dans les aliments. Et ça c'est inadmissible parce que moi, je suis consommateur. Caroline Michel. Voilà. Aujourd'hui, les risques sanitaires, ils existent. On a un avis du Centre international de recherche contre le cancer lié à l'OMS qui a dit c'est cancérigène probable. Donc, on n'aura jamais la preuve absolue, mais on l'a jamais eu pour des choses comme l'amiante où il n'y a pas de principe de précaution. Le tabac, on retire le tabac alors. Ronan Dantec. L'aspirine, on en parle pas. Principe de précaution. A dit l'essentiel, c'est-à-dire il faut une Europe forte. Et pour ça, il faut la confiance des citoyens européens. Les citoyens européens, ils veulent l'interdiction du glyphosate. Ils ont l'impression finalement que la technostructure européenne est au service des lobbies et de l'agro-business. Et ça affaiblit l'Europe. Ce qui s'est passé là affaiblit l'Europe. Vous laissez 20 secondes à Daniel Grémillet pour répondre.
Je ne suis pas sûr que l'Europe est affaiblie. C'est la France qui se met en situation de faiblesse. Et on n'a pas traduit. On est en plein au Sénat dans la discussion budgétaire. On n'a pas traduit dans le budget 2018, alors qu'on a une position française très affirmée, la traduction financière sur la recherche. On n'a pas mis les moyens nécessaires sur le développement ensemble, de la recherche. Et on va dans s'arrêter le là-dessus. projet de loi de finances rectificative, un amendement On en vient ce de sens. prendre, pour la On va recherche, on vient de s'arrêter prendre là. 40 millions en 4 ans de temps à Ecofito. Que ça a été dans la caisse commune. Et ça, c'est de l'argent qui, normalement, devait nous aider à trouver des solutions. Et c'est la fin de ce débat. Resterons Merci à ensemble, tous les Daniel. 4 d'y avoir participé. Les 40 millions d'Ecofito. Dans un instant, le match des idées. Il va Ah oui. opposer Alexandre Malafaille à Louis Osalter. On va notamment revenir sur la prestation d'Emmanuel Macron face aux étudiants de Ouagadougou. Un show à l'américaine, pourrait-on dire, plus que le discours. C'est la séance de questions-réponses qui pourrait rentrer dans l'histoire. On va en parler dans un instant. D'abord, les images commentées par Sandra Cerquera. Emmanuel Macron, loin d'être en terrain conquis, face aux étudiants de Ouagadougou. Il s'engage à ouvrir un nouveau chapitre des relations entre la France et l'Afrique, face à cette jeunesse de plus en plus hostile à la présence française sur le continent. Il y a eu des fautes et des crimes. Il y a eu des grandes choses et des histoires heureuses. Mais j'ai une conviction profonde. Notre responsabilité n'est pas de nous y enferrer. Je suis d'une génération de Français pour qui les crimes de la colonisation européenne sont incontestables et font partie de notre histoire. Exercice inédit, pendant plus d'1 heure, Emmanuel Macron a répondu aux questions des étudiants. Le ton est franc, presque familier, un show où il exhorte son auditoire à prendre son destin en main. Après avoir inauguré, dans quelques jours, ou plutôt demain, la centrale électrique de Zaktoulou, allons-nous profiter de cette climatisation? Vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. Quand le transfert de nos fonds, de notre tonne d'or déposée auprès du Trésor français, pour soi-disant assurer la convertibilité du franc, qui on sait porte toujours la marque de la colonisation. Si quelqu'un pouvait me dire où l'or burkinabé se trouve caché à Paris, je suis preneur. Pendant ce temps, à l'extérieur, des affrontements opposent manifestants et forces de l'ordre. Et il y en a eu d'autres, des séquences. On va y revenir dans ce match des idées. Alexandre Malafaille, bonsoir. Président fondateur du think tank Sinopia, Louis Osalter, journaliste politique à Marianne. Merci à tous les deux. On a quand même assisté à vraiment une série de séquences étonnantes, j'ai même envie de dire historiques, un spectacle, un Macron survolté, presque un boxeur qui redemandait des questions. Votre regard sur ce discours de Ouagadougou, puisque c'est comme ça qu'on va l'appeler, Louis Osalter. Il pourrait faire la même chose en France, avec les Français, puisque là, visiblement, il est très bon dans l'exercice. Et c'est vrai que c'était un véritable show à l'américaine, hein, le terme est le bon. Une séance de questions-réponses, une assez grande franchise dans ses réponses à lui. Mais du coup, oui, ça m'inspire ces suggestions. Pourquoi ne pas faire la même chose en France? On l'accuse de beaucoup rester sur son Aventin, d'être le Jupiter qui ne veut pas parler ni aux médias. Aux Français, il leur parle sur le terrain. Donc, pourquoi ne pas répéter l'exercice? C'est juste une succession de communication politique. Sur le fond, il y a évidemment une volonté d'Emmanuel Macron, tout à la rupture qu'il souhaite par rapport à ses prédécesseurs, d'avoir le même type de rupture lorsqu'il s'agit de l'Afrique. C'est-à-dire éloigner évidemment le fameux spectre de la France-Afrique qui plane sur la Ve République. C'est quelque chose que tous ses prédécesseurs, Oui, il n'y avait rien de nouveau de ce côté-là. Mais bien sûr, non, mais c'est-à-dire que voilà, exactement, c'est de la forme. C'est-à-dire que sur le fond, beaucoup d'étudiants burkinabés à la sortie de ce discours se plaignaient que les annonces étaient restées très vagues et que du coup on était surtout dans la forme. Et ça, c'est un des dangers qui guette un peu Emmanuel Macron, c'est le symptôme Obama. C'est-à-dire c'est faire beaucoup de spectacles, beaucoup de shows, effectivement ça fait de belles images, de belles formules, mais à la fin il n'en ressort rien en termes d'action concrète. On va voir quelle est la politique africaine, entre guillemets, lui il réfute ce terme, alors je pense qu'il y a toujours une politique africaine de la France pour pas mal de temps. Quelle politique il mènera à l'égard de l'Afrique? Pour l'instant il essaie d'imposer une forme, un ton,
On a vu que ça a marché auprès des étudiants de Ouagadougou. On a vu aussi que beaucoup manifestaient dehors. On a vu aussi qu'il y avait de l'hostilité à son égard. Donc rien n'est gagné. Il a fait des belles images, mais c'est tout. Alexandre Malafaille. Sur la forme, il joue sur les deux tableaux. Il joue sur le tableau africain et là, il marque des points indéniablement parce qu'en plus, il a tous les atouts. Il est jeune, il passe bien, il s'exprime bien, il est en rupture complète avec tous ses prédécesseurs. C'est vrai qu'il n'a pas la tête d'un colonisateur, je vais mettre des guillemets, mais c'est vrai qu'il est vraiment en rupture de modèle et de style. Et puis il joue également parce qu'il sait très bien que toutes ces images, elles vont revenir en France et qu'elles vont accréditer, alimenter à la fois le dynamisme d'Emmanuel Macron, son style, sa jeunesse. Et puis il y a une partie des Français qui vont être sensibles à ce type de message. Maintenant, sur le fond, effectivement, il n'y a pas de rupture, mais il n'y a pas de rupture parce que je crois qu'il n'a pas encore fini d'étudier la problématique africaine. Je pense que très objectivement, je crois que c'est vraiment un dossier qui est d'une complexité infinie. D'abord parce que l'Afrique, de quoi parlons-nous Mais il le dit d'ailleurs, l'Afrique est un continent très divers. On a 56, oui, enfin... Lui, il a dit 54. Oui, c'est ça, mais enfin, ça dépend comment on compte le Soudan, etc. Voilà, donc on a quelques difficultés avec ce continent, et puis il y a une diversité, une ethnicité, enfin des problématiques multiples. Bon, par contre, il a plutôt fait quelque chose d'intelligent, c'est que malgré tout, il a fixé des caps. Notamment lorsqu'il parle de démocratie et d'état de droit, en disant là, il faut vraiment aller dans une dynamique de fermeté. Il a ouvert des portes, évidemment, il a toujours été dans cette dynamique du discours de l'ONU où il a parlé des femmes et du respect des femmes et de l'éducation autour des femmes. Ça, c'est plutôt quelque chose également qui va dans le bon sens. Ensuite, effectivement, il a fixé des enjeux importants qui sont l'extrémisme religieux et puis la démographie. Alors, quand même, il pose des problèmes et il les pose dans des termes qui sont quand même précis et qui sont concrets par rapport aux enjeux du continent africain. En revanche, évidemment, il se démarque de cette dynamique de France-Afrique. Ok, on est d'accord tous là-dessus pour dire la France-Afrique, mais par contre il ne faut pas être naïf. C'est là où et c'est pour ça que j'attends encore un peu, il a raison de ne pas trop se précipiter à s'engager dans une ligne peut-être très claire parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, mais il faut véritablement quand même qu'en France on arrête d'être naïf parce que si c'est pas la France en Afrique, ce sera la Chine en Afrique. C'est déjà la Chine. Et c'est déjà le cas. Voilà. Donc voilà, il faut quand même être extrêmement pratique. Il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux de développement. On a une responsabilité historique, mais on a aussi une histoire. Et là, il l'a dit aujourd'hui, en même temps, à la fois la responsabilité coloniale, mais il n'y a pas que ça non plus, et il faut savoir quel choix on fait. Et ce choix de dire il faut peut-être qu'on fasse un choix ensemble, parce qu'on partage plus de valeurs avec les Africains que les Africains n'en partagent avec les Chinois, ça c'est une grosse responsabilité. Et là, il a posé une pierre intéressante à voir si on peut construire dessus. Louis Osalter, est-ce qu'on peut tout de même s'arrêter sur cette question démographique que vous avez évoquée à l'instant? Il leur dit « je ne vous donnerai pas de leçons ». Et en même temps, effectivement, il leur dit aujourd'hui « il y a un problème de natalité en Afrique ». Je le cite, « est-ce qu'on est bien sûr que ce soit un choix pour les jeunes filles ?» Est-ce qu'on verrait des dirigeants africains arriver en Europe et dire « vous avez un problème de natalité en Europe, vous ne faites pas assez d'enfants ». Est-ce que c'est son rôle de dire ça? Bien sûr qu'il pourrait nous le dire. Il pourrait le dire à des pays comme l'Allemagne où le renouvellement des populations, des générations n'est plus assuré. Enfin, personne ne le fait. Mais bien sûr, non, mais évidemment, c'est inimaginable. On ne voit pas un dirigeant africain venir nous raconter cela. Et il insiste beaucoup sur cette question. Oui. Ça fait 2-3 fois qu'il le rappelle. Oui, mais alors en même temps, je pense qu'il n'est pas uniquement dans une posture de donneur de leçons. Il sait à quel point c'est crucial pour l'avenir de l'Europe lui-même. Pourquoi ? L'Institut national d'études démographiques en France nous dit que la population africaine va doubler d'ici à 2050. Donc les milliers de migrants que nous avons vus arriver ces dernières années sur la Méditerranée, dont beaucoup au péri, et qu'on a dû gérer avec beaucoup de faillites dans leur arrivée dans les pays d'Europe, ce n'est rien comparé à ce qui pourrait arriver si, 1, la démographie se maintient en état actuel dans l'Afrique, et 2, on ne fait rien pour le développement. Et c'est pour ça que l'enjeu de la démographie en Afrique, il est inextricablement lié à celui du développement. À la fois, effectivement, une politique de natalité, même s'il est compliqué, comme l'a fait Emmanuel Macron, d'aller expliquer aux femmes africaines combien il faut faire d'enfants, parce que là, la posture coloniale, néocoloniale, on en est quand même pas loin. Et l'ingérence française est de retour. Mais en revanche, le développement, c'est un vrai enjeu. Quelle politique pour le développement? Ça, c'était plus un angle mort quand même de son discours. C'est un angle mort de la politique française depuis pas mal d'années, parce que l'aide au développement, dans les faits, elle n'augmente pas vraiment. Et ça suppose aussi de sortir de cette fameuse relation de vassal qu'on a eu pendant des décennies, de sortir des ambiguïtés et de dire les pays africains doivent prendre leur destin en main, mais en même temps, ils n'ont pas les moyens de le faire maintenant. Cela, il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est pour ça qu'il aborde la démographie. Et effectivement, ça peut paraître maladroit, mais en même temps, ça aurait été une hypocrisie de ne pas le faire. Ça aurait été une hypocrisie de ne pas parler de l'enjeu démographique, de l'explosion démographique qui a lieu là-bas, parce que ça impacte directement l'Europe et la France. Non, mais je pense même qu'en fait, il rend service à ses homologues chefs d'État. À mon avis, c'est validé en amont. Il n'y a pas de volonté. Et eux n'osent pas le dire, vous voulez
mais qui ont peut-être du mal à le dire. Puis enfin, il ne faut pas perdre de vue que la France reste la France, quoi. On a bien sûr une histoire en invasé, mais enfin la France fait encore d'abord est un pays qui a une histoire, qui fait rêver, qui a une attractivité, et on n'a pas que des reproches à nous faire de façon historique. Et les Africains aiment bien la France. Donc quand on a une parole et qu'elle est prononcée de manière à peu près intelligente, ce qui est le cas sur un enjeu qui est un enjeu absolument essentiel pour l'avenir de l'Afrique, ça peut aider les dirigeants africains pour avoir derrière une espèce de travail de pédagogie, parce que sur ces questions-là, effectivement, s'ils sont 2 milliards en 2050, moi j'ai une interrogation majeure, c'est comment vont-ils faire? Il y a des zones géographiques où globalement ça va se passer à peu près, mais vous avez quelques zones, notamment je pense à l'Afrique des Grands Lacs, je pense à la région du Nigeria et de quelques autres, je ne sais pas comment cette hyper concentration de population avec les enjeux qui sont liés derrière aux problématiques alimentaires, aux problématiques sanitaires, d'accès à l'eau, je ne sais pas comment ces Africains vont réussir à vivre sans qu'à un moment donné ça ne finisse pas d'une manière très, très préoccupante. Donc je pense que oui, il faut mettre les points sur les i. Oui, bien sûr, un dirigeant africain pourrait très bien venir dans un discours à l'OCDE, à Paris, en Allemagne, aussi dans l'Union européenne. Pourquoi pas dire, vous avez aussi un... Non, mais il pourrait le dire comme ça. Vous avez... Non, mais pourquoi pas? Si, c'est à un moment donné, c'est une logique de discours, de dire, vous avez aussi un problème. Et d'ailleurs, on peut comparer nos modèles et les vôtres de ce côté-là. Enfin, voilà, tout est possible. Mais là, en l'occurrence, je trouve que ça met un point de pertinence. Et puis, il faut absolument qu'il y ait une prise de conscience de la responsabilité majeure de tous les chefs d'État aujourd'hui sur ces questions-là. Et c'est compliqué en Afrique. On va avancer sans transition. Autre sujet du jour, les décompositions politiques de la droite et de la gauche qui atteignent désormais l'Assemblée nationale et le Sénat. À l'Assemblée d'abord, le député Thierry Solère a finalement annoncé qu'il démissionnerait de son poste de questeur. Je vous annonce que j'en tire en parfaite cohérence les conclusions et donc je vais quitter mes fonctions de questeur dès la fin de cette année pour permettre dès le début de l'année 2018, sans attendre le mois d'octobre 2018, que l'opposition puisse être représentée au sein de la questure. Alors, je rappelle quand même qu'hier midi, interrogé par Le Monde, le ton était radicalement différent. Thierry Solère disait « Je n'ai aucune raison de démissionner, les postes de questeur n'appartiennent pas aux partis politiques ». Hier midi. Et ce matin, il démissionne. Louis Ozelter. Même encore hier soir, il disait mordicus, je ne quitterai pas mon poste de questeur. Il s'est passé des petites choses pendant la nuit. La nuit de Thierry Solère a été assez courte parce qu'en réalité, il y a eu des pressions de la part du camp Macron. C'est d'abord venu de François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, bien conscient du problème d'image que ça posait à l'institution. Le fait d'avoir 3 questeurs, c'est ceux qui sont quand même chargés des cordons de la bourse à l'Assemblée, que les 3 questeurs soient du même parti, c'est du jamais vu, ça n'a jamais été fait. C'est pour ça qu'il était absolument hallucinant que Thierry Solère s'accroche envers et contre tout à son poste de questeur. Donc il y a eu des pressions de François de Rugy, il y a eu également des pressions de la part du camp Macron, et comme par magie, à 7h30 ce matin, Thierry Solère lâchait son poste de questeur. Il a joué, il a perdu, Thierry Solère. Ça fait depuis l'élection d'Emmanuel Macron qu'il essaye de peser en Macronie, d'obtenir un poste. Il n'est pas devenu ministre. Je sais qu'il avait des vues sur le perchoir à un certain moment, il n'est pas devenu président de l'Assemblée nationale. Il a réussi à se faire élire questeur, mais au prix d'une petite manipulation, d'un petit arrangement. Il avait présenté sa candidature par surprise et il a pris le poste au nez à la barbe des Républicains et normalement le poste devait leur revenir. Du coup, voilà, il reprend un peu en peine. Exactement. Du coup, le boomerang lui revient un peu aujourd'hui. Et il a beaucoup perdu en image personnelle auprès de ses collègues députés de tout camp, parce qu'ils sont bien conscients du problème d'image que ça a posé à l'Assemblée nationale. Le fait qu'il y a cette espèce de psychodrame qui a duré des semaines. En fait, on parle d'un poste de questeur et on parle surtout d'avantages financiers. Exactement. Questeur, c'est 5 000 € de plus qu'un simple député. C'est un appartement de fonction de 400 mètres carrés. C'est une voiture de fonction avec chauffeur. Donc, on peut le soupçonner, c'est ce que font beaucoup de ses collègues, de s'être maintenu uniquement pour des avantages matériels. C'est pas très glorieux. Mais un nouveau parti, Agir. Oui, en tout cas, je pense qu'il y a une chose qui s'est passée cette nuit. Il a reçu un SMS avec un mot. Et je pense que c'est démission, et on voit bien qui a pu lui envoyer le SMS. Ça, c'est clair, même s'il était dans l'avion, je pense que ça a dû se passer de manière assez brutale. C'était inaudible. Alors, ce que je comprends d'autant moins, c'est l'enchaînement de la séquence. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un parti dont il a été l'un des artisans, l'un des fondateurs, qui avait finalement d'une certaine façon un peu de légitimité à essayer de se positionner, pas complètement à côté, pour essayer justement d'apporter une valeur ajoutée, pas totalement embarqué dans une ligne, peut-être effectivement la ligne de Laurent Wauquiez, essayer d'être constructif, ce qui en soit quelque part sur un plan intellectuel du monde d'où on vient, où la politique était systématiquement je te détruis si t'es pas avec moi, et se faire cette guerre permanente droite-gauche un peu dure qui finalement était assez stérile. Il y avait peut-être une opportunité à jouer, une carte à jouer. Il était dans les fondateurs, ça avait du sens de persévérer. Et non seulement il quitte,
il rejoint En Marche. Et il fait, de fait, il doit bien savoir qu'on va lui dire qu'à un moment donné, c'est pas possible, tu peux pas garder. En plus, il y a des logiques, même si c'est pas constitutionnel, cette logique de dire il faut qu'il y ait une répartition des rôles et des places, ça doit tourner. Et ben voilà, il perd tout. Là, il y a une espèce d'absence de calcul. Enfin, par moments, il y a des situations qui sont fascinantes. C'est comme embourbé tout seul. Oui, mais c'est comme la semaine dernière quand vous aviez au Sénat la ministre, je crois, de la Santé qui s'est pris les pieds dans cette histoire de cigarettes au cinéma, etc. On a l'impression que parfois les hommes politiques oublient de réfléchir. Et là, il y a vraiment un truc. Mais objectivement, c'est fascinant. Hein. Alors, dernier chapitre. Du côté de la France insoumise, on s'avoue carrément vaincu. Les ordonnances réformant le Code du travail ont été ratifiées à l'Assemblée. Il y a quelques semaines, Jean-Luc Mélenchon admettait que c'était Emmanuel Macron qui avait le point. Ce matin, c'est son collègue Alexis Corbière qui n'était pas plus optimiste. On veut parler honnêtement, c'est-à-dire on ne va pas raconter comme des gens échevelés que demain il y aura la manifestation, etc. À ce stade, un peu comme, et je vais faire une métaphore sportive, au stade où on en est, le gouvernement a marqué un point, ça ne veut pas dire que le match est terminé. Hein. Il y aura d'autres moments et que le gouvernement ne croit pas que les choses soient complètement apaisées. Louis Osalter, on voit que la France insoumise s'avoue complètement vaincue. Comment expliquer qu'il n'ait pas réussi à mobiliser? Il n'y a pas que... C'est-à-dire qu'on constate que cette léthargie, elle frappe tous ceux qui essayent d'entrer dans une opposition frontale à Emmanuel Macron. Ça d'accord, mais la France insoumise semblait se démarquer et semblait être le seul opposant valable. Son tour, parce qu'au second tour de la présidentielle, c'était Marine Le Pen, logiquement l'opposante numéro 1. Bon, on a vu ce qu'il en est advenu. Ensuite, à la rentrée, c'était Jean-Luc Mélenchon. On disait la rentrée sociale va le servir. Or, ça n'a pas été le cas. Maintenant, on dit ça va peut-être être Laurent Wauquiez, l'opposant numéro 1. Peut-être que lui a le bon créneau, mais pour l'instant, il s'en tient à l'attaque personnelle parce que sur le fond, typiquement sur les ordonnances, la droite est d'accord, donc il ne peut rien dire. Je pense que mais c'était bien parti pour la France insoumise. C'était bien. Non, parce que en fait, je pense que pourquoi ils n'arrivent pas à trouver un écho dans leur opposition frontale. Je pense que c'est parce que dans l'électorat, en tout cas dans le pays, on a aujourd'hui... Les gens sont contents d'Emmanuel Macron. Non, je ne pense pas que les gens soient contents d'Emmanuel Macron. Et je ne pense pas qu'il y ait un enthousiasme quelconque pour l'élection d'Emmanuel Macron. Il a gagné face à Marine Le Pen. Les gens ont d'abord battu Marine Le Pen. En revanche, je pense qu'il y a une catégorie de personnes qui attendent de voir ce qui se passe. C'est-à-dire qui observent Emmanuel Macron et qui se disent pourquoi pas, laissons-lui sa chance. Qu'ils aient voté pour lui ou pas d'ailleurs. Ils se disent pourquoi pas. Maintenant qu'il est président, laissons-lui sa chance. Et donc ils observent, ils ne veulent pas adhérer à une logique de confrontation brutale, quel que soit le leader qui l'amène. Et je pense qu'il y a une autre partie de la population qui, depuis l'élection présidentielle, a quitté un peu la sphère politique. C'est-à-dire qu'ils se désintéressent totalement de ce qui peut se passer. Ils n'ont pas été contents, ils n'ont pas été satisfaits de la campagne présidentielle qui a beaucoup eu lieu autour des affaires. Quand même, on a assez peu parlé de fond. Ils ont l'impression qu'Emmanuel Macron a été élu par défaut. Et ce sont des gens qui, aujourd'hui, à mon sens, se détournent de la politique, ne veulent pas en entendre parler, au moins pour un certain temps. Je pense qu'on les a perdus pour un certain temps. Peut-être vont-ils revenir à la faveur soit d'événements, soit de prochaines échéances électorales, mais pas tout de suite, ou de bons résultats. Mais du coup, je pense qu'il y a ces deux catégories, mais qu'il n'y a pas du coup de grandes catégories pour des gens qui sont vraiment dans la détestation de Macron, qui sont dans l'opposition frontale. Je crois que ça n'existe pas vraiment. Et c'est pour ça que ceux qui ont pris ce parti politiquement ne sont pas vraiment suivis et qui ne trouvent pas d'assises dans l'électorat. Alexandre Malafaye. Je pense que le coup du chien ou du roquet qui aboie et la caravane passe, c'est ce qui se passe pendant la première année, au moins, du quinquennat, enfin de l'élection d'un président de la République, ce qui n'est pas en soi incohérent. Il y avait des engagements, il y avait une méthode qui avait été proposée, dans le cas des ordonnances, ça l'a passé. Ensuite, on a beaucoup râlé sur la méthode des ordonnances. Il n'empêche que quand même, c'était une négociation qui était menée avec les partenaires sociaux et avec l'exécutif, et bien sûr avec le MEDEF. Donc de fait, c'est pas incohérent qu'on ne retourne pas à nouveau négocier à l'Assemblée nationale, puisque il y a eu un accord entre les partis, on l'entérine, et puis effectivement, on le fait voter. En soi, c'est plutôt une bonne méthode. Après, effectivement, je crois qu'il y avait l'illusion que peut-être que quelque chose allait prendre, mais je pense que c'était plus une illusion entretenue. D'abord parce qu'il n'y avait pas de front syndical, très clairement, et parce que, pour le coup, Emmanuel Macron, avec sa façon de négocier avec les syndicats, a permis... Oui, mais c'était assez astucieux. Ouais. Il a bien vu qu'il y avait quelques lignes rouges qu'il ne fallait pas franchir, et qu'à l'intérieur de cet espace délimité, sans doute dès le lendemain de son élection, puisqu'il les a vus les uns après les autres, il a trouvé une marge de manœuvre, en tout cas un chemin pour avancer. Et il a réussi à mener ce front-là. Ensuite, je pense qu'effectivement, le tout syndical et le tout opposition trouve aussi sa limite dans un autre point, qui est que quand même le projet d'Emmanuel Macron a d'abord plusieurs cibles. Elle n'est pas toute la France, elle est une partie, c'est-à-dire les Français qui sont concernés, qui sont pour le coup dans le privé. Et deuxièmement, elle a aussi une cible, c'est les chômeurs. Il ne faut quand même pas perdre de vue qu'on ne peut pas en permanence attaquer toutes les initiatives qui sont faites pour essayer de réformer le marché du travail quand on est dans un pays où il y a 6 millions de chômeurs. Et je pense que les plus frondeurs ou les plus durs, malgré tout, ne peuvent pas faire de vue que peut-être qu'à un moment donné, ce type de dispositif va aussi créer de l'emploi. Et on doit s'arrêter
s'arrêter là. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Désolé pour la frustration, on en reparlera sur ce plateau. Dans un instant, l'entretien du jour, nous recevons Jacques Santamaria. Il vient nous présenter ce livre, Les jours d'après, qu'il a coécrit avec Patrice Duhamel. Tous les deux se sont intéressés au bouleversement que représente l'arrêt de l'action publique, un arrêt voulu ou subi. Avant de l'entendre, voyons comment François Hollande a géré l'après-présidence entre la reconversion et l'envie irrépressible de rester dans le jeu politique. Un sujet signé Quentin Calmé. Retenue, réserve, dans les premières semaines de sa nouvelle vie de retraité, François Hollande semblait beaucoup insister sur la hauteur, la distance qu'il souhaitait prendre après la fin de son mandat. Oui, là je prends le temps de savourer cette période où je retrouve des amis, où je retrouve des lieux familiers et qui pourront ensuite guider ma réflexion. Le tournant pour François Hollande intervient mi-août, au moment où se dévoile la réforme du Code du travail. Pour la première fois, l'ancien président se permet un commentaire. Il ne faudrait pas demander des sacrifices aux Français qui ne sont pas utiles. Il ne faudrait pas flexibiliser le marché du travail au-delà de ce que nous avons déjà fait, au risque de créer des ruptures. Quelques semaines plus tard, deuxième pic, cette fois-ci sur la réforme de l'impôt sur la fortune. Si dans un pays, l'idée s'installe qu'il y a finalement une fiscalité allégée pour les riches et alourdie pour les plus modestes ou pour les classes moyennes, alors c'est la productivité globale du pays, c'est la capacité qu'il a à se mobiliser pour son avenir qui se trouve mis en cause. Des sorties qui interrogent sur le rôle que souhaite jouer l'ex-chef de l'État. Entend-il participer à la reconstruction du Parti socialiste? Veut-il davantage intervenir dans le débat politique? Dernière interview en date, il y a 2 semaines, François Hollande précise simplement « Je reste attentif à tout ». Et on va aller encore plus loin dans cet entretien avec Jacques Santamaria. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes réalisateur, scénariste et vous venez de publier Les jours d'après du général de Gaulle à Juppé et Hollande, le chagrin des lendemains. Justement, on va commencer par François Hollande. Les jours d'après commencent pour lui le 1er décembre 2016 lorsqu'il annonce à la télévision qu'il renonce à se représenter. Il vous dit, il va traverser des hauts et des bas. Il est entre euphorie, entre soulagement, morosité, spleen. Comment vous expliqueriez les jours d'après de François Hollande? C'est assez complexe. Hein. Et c'est effectivement une palette de tout ce que vous venez de définir. Ça va du soulagement, parce qu'il y a quand même une pression énorme, du soulagement où on retrouve les repères d'une vie qu'on avait abandonnée, et parfois d'ailleurs avec difficulté, parce que la réadaptation à la vie quotidienne, c'est pas évident. Pour ceux qui ont quitté la vie quotidienne depuis très longtemps, ce n'était pas le cas de François Hollande, parfois, mais c'était le cas de Jacques Chirac. C'est difficile, on ne sait plus très bien où on habite, si je puis dire. Et puis il y a une amertume quand même qu'il faut essayer de digérer. Et il y a quelque chose qu'avec Patrice Duhamel on raconte dans le bouquin, et qui est valable pour tous, y compris pour François Hollande, qui lui a choisi de quitter le pouvoir. C'est la gestion des trahisons. Parce que si on en est arrivé là, c'est qu'il y a eu des failles, il y a eu des grains de sable dans le mécanisme. Dans le mécanisme. Et ça c'est ce qui se vit dans la vie d'après, justement. Oui. Gérer les traîtres. Oui, et puis on peut peut-être quand même dire qu'en ce qui concerne François Hollande, il ne doit pas regarder Emmanuel Macron uniquement comme un ami, mais peut-être comme quelqu'un qui l'a trahi à un moment donné et qui explique la situation qui est la sienne maintenant. Voilà. Et pour vous, il a envie de revenir dans le jeu politique? Ah oui, il pense qu'à ça. François Hollande, il ne pense qu'à ça. Alors, je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais il faut voir une chose. Il n'a pas totalement l'âge d'abandonner. Bien sûr. Et puis, il a envie de s'occuper aussi, d'être utile à quelque chose, d'être utile à son pays. Et puis, la politique, c'est sa vie. Il ne faut pas oublier ça. C'est que pour la plupart d'entre eux, la politique et le pouvoir, c'est leur vie. Ils n'ont connu que cela. Ils n'ont connu que cela. Comment imaginer qu'ils puissent se résigner après avoir consacré une vie entière au combat politique, et ce pourquoi ils se sont battus, qui s'arrêtent d'un seul coup, il faudrait qu'ils croisent les bras? Non.
Et Hollande, il a envie de revenir, bien entendu. Autre animal politique, Nicolas Sarkozy. Alors, les jours d'après commencent pour lui le 20 novembre 2016, premier tour de la primaire. Et là, vous écrivez, le choc est terrible. Il avait tout planifié et tout s'arrête d'un coup. Oui. Pour lui, c'est une surprise. C'est un choc, c'est un traumatisme énorme. Il était absolument persuadé de la gagner, cette primaire. Pourquoi ? Parce que déjà, lorsqu'il a été battu en 2012 par François Hollande, il a estimé que s'il avait eu 15 jours de plus de campagne, il gagnait. Ce qui est peut-être envisageable. Une hypothèse qui est envisageable. Mais là, il se prépare. Il est remonté sur le cheval, il n'a pas tardé. Il a réactivé tout ce qu'il fallait réactiver. Il a fait campagne. Il sait faire campagne, Sarkozy. C'est un animal politique qui sait combattre. Il l'a prouvé. Tout lui sourit. Il est le chef de sa famille, donc ça va lui revenir. Mais c'est une catastrophe énorme. C'est le traumatisme majeur. Et là, vous parlez d'éternel retour. Vous dites, lui aussi, il veut revenir. Là, il essaye. Là, il a passé sa vie, chaque fois qu'il a connu des échecs, à remonter sur le cheval et à se remettre dans la course. Mais là, après cet échec de 2016, je doute fort qu'il ait envie de revenir en politique, tout simplement parce qu'il semblerait que les électeurs l'aient abandonné. Et ça, c'est peut-être le choc le plus difficile pour un homme politique, quel qu'il soit, c'est quand il sent que l'électeur, que le peuple n'est plus avec lui. Vous évoquez la vie d'après pour Marine Le Pen, alors qu'elle est toujours aux fonctions. Pourquoi ? C'est le chaos du débat d'entre-deux tours ? Les jours d'après ont déjà commencé pour elle ? Oui, je crois que Marine Le Pen s'est rendue compte qu'il y avait un après qui a commencé tout de suite à la fin du débat de l'entre-deux tours. C'est une femme intelligente, elle a quand même compris que ça n'allait pas, qu'elle avait raté la partie. Et là, elle a senti que la pente descendante allait être rapide. Et d'ailleurs, ça explique en grande partie le silence assez long qui a suivi, cette cure de silence qu'elle s'est imposée. Mais elle ne veut pas abandonner la partie. Elle veut revenir. Est-ce que ce sera facile ? Elle est toujours en place, elle est toujours présidente du Front National. Est-ce que ce sera facile de retrouver la place et la crédibilité qu'elle a perdue en l'espace de 2 heures, au cours d'une soirée ? C'est énorme. Lionel Jospin, on se souvient, ça a été brutal, le 21 avril 2002, une date désormais historique. Vous appelez ça le cauchemar. Et la suite, pour lui, ce sera tristesse et dignité. Et pour le coup, il n'a jamais cherché à revenir. Non, mais Jospin a été d'une grande sincérité, d'une grande loyauté dans son discours, lorsqu'il a abandonné le pouvoir, lorsqu'il a dit qu'il quittait la vie politique. Il le pensait sincèrement. Et c'était une douleur immense. Mais oui, pour lui, ça a été un soulagement. Il savait que les jours d'après ne seraient pas faciles, parce que d'un seul coup, c'est le vide. C'est le vide pour tous ceux que le pouvoir abandonne. Mais là, ça a été brusque. Ça a été brusque. Et toute la sincérité dont Jospin pouvait savoir faire preuve, d'un seul coup, s'est trouvé abattu, mis à mal. Et il l'a mal vécu. Ce sont des douleurs intimes, mais ce sont des douleurs, et des grandes douleurs. Vous avez étudié les plus grands hommes et les plus grandes femmes politiques. Lequel, selon vous, ou laquelle a eu le plus de mal à arrêter ? Pour qui ça a été le plus dur ? Il faut faire attention, parce qu'il y a ceux qui s'arrêtent par nécessité. Alors vous me direz que le général de Gaulle n'était pas obligé de s'en aller, après l'échec du référendum de 1969, mais comme il le disait lui-même, quel homme serais-je si je ne tirais pas les leçons de ce qui vient de se passer et d'une pareille rupture ? Celui qui a connu le plus de difficultés et celui pour qui le chagrin a été le plus grand, oui, c'est le général de Gaulle. Parce que il avait consacré sa vie à la France, pas sa vie au pouvoir, sa vie à la France. Et il s'est rendu compte trop tard, hélas, que son cher et vieux pays, comme il disait, ne voulait plus de lui. Et pour un homme comme De Gaulle,
que l'histoire avait façonné, comme on le sait, c'était quelque chose qui n'était pas admissible en soi. C'était une blessure majeure. Et De Gaulle étant un personnage de tragédie, il fallait qu'il en tire les conséquences. Et c'est la raison pour laquelle il s'est retiré. Il a vécu encore 1 an, pas plus, après son départ. Et nous avançons avec Patrice Duhamel. Véritablement, l'hypothèse à laquelle nous croyons, c'est que le général de Gaulle est mort de chagrin. Bon, physiologiquement, on sait qu'il y a eu la rupture d'un anévrisme, mais il est mort de chagrin parce que c'est le chagrin qui l'a tué. Depuis 1968, la crise de mai 68, la rupture avec Georges Pompidou, la trahison de Giscard, ça a été trop dur pour un homme comme lui. Et on va s'arrêter là. Merci Jacques Santamaria d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de ce livre que vous avez coécrit avec Patrice Duhamel, Les jours d'après, du général de Gaulle à Juppé et Hollande, le chagrin des lendemains justement. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain à la même heure sur Public Sénat. N'hésitez pas à continuer de vous informer sur publicsénat.fr. L'invité de Territoire d'Info demain matin, c'est Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes. Très bonne soirée. Restez au cœur du débat.